Bon, mais bonjour à tous. Merci d'être ici. Et on a un ancien musicien qui vient raconter sa musique. Donc, c'est Gabriel Paquin. Et je ne vais pas dire sa bio parce que c'est lui-même qui va nous raconter son parcours, qui va nous dire euh, comment il est arrivé dans la musique. Donc voilà, vous êtes au pavillon et de temps en temps, on transforme ces lieux en lieux d'événement et on accueille des musiciens d'ici, des musiciens locaux, des musiciens qui habitent le Québec. Et donc voilà, donc aujourd'hui, nous avons un clarinettiste, musicien, compositeur et littéraire, Gabriel Paquin-Bucki. Comment tu as commencé la musique? Comment tu es arrivé à faire ce que tu fais maintenant? Donc, c'est gros, je sais, comme question, mais quelle était la façon pour toi d'arriver à la musique? Oui. Mais d'abord, merci, Oscar, puis merci d'être ici. La musique est entrée d'une drôle de façon dans ma vie. On écoute tous de la musique quand on est jeune, on a tous diverses influences, mais c'est pas nécessairement ça qui nous fait commencer la pratique de l'instrument. Je pense que de mon côté, c'est parce que le voisin jouait du piano, donc j'ai voulu faire comme lui. Donc j'ai commencé le piano de la même façon. Et comme j'avais une facilité donc avec la musique à l'école secondaire, j'ai décidé de poursuivre dans un programme de concentration musique. Moi, je voulais jouer du cor français. Mhm. J'avais des broches, donc on m'a dit tu ne dois pas jouer de cor français. Ah, wow! Ouais. Donc, Euh, ton choix a été orienté par tes broches, on pourrait dire. c'est ça. Puis en fait, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup de clarinettes généralement dans les orchestres Mais oui, de secondaire. Il restait surtout de la place en clarinette. Donc, c'est ce qui a, c'est ce qui a déterminé mon heureusement que choix. c'est un bel Mais instrument. finalement, je suis très, très, très content oui, de la manière dont les choses se sont passées parce que j'adore mon instrument. Mais Mais disons oui. qu'au départ, c'était pas une vocation que je rêvais de chérir. Ah, mais c'est vraiment intéressant. C'est rare qu'on entend ça, de dire je suis arrivé là parce que c'est l'instrument qui restait, Ouais. mais c'est très intéressant. Et j'ai connu un musicien qui m'a dit quelque chose. Lui, il jouait de la guitare gauchère. Puis là, je dis, tu es gauchère? Non, 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 je suis droitier. Pourquoi tu joues de l'autre côté? C'est parce que quand j'ai commencé la guitare, il y avait une guitare gauchère qui restait. Donc, j'ai appris de l'autre bord. Donc, lui, il sait jouer de la guitare gauchère parce que c'est ça qui restait à l'école. Et il n'est pas gauchère, mais il joue de l'autre côté. Bon, en tout cas, Mais c'est peut-être pas aussi extrême, non, non, mais non, mais c'est intéressant. Mais en fait, parmi tous les instruments disponibles, donc à l'école, la clarinette est le seul représentant de la musique klezmer que j'aurais pu choisir. c'est Donc, un bel addon. oui, Parce que si ça avait été les, les corps français, ça aurait été plus difficile. ça aurait été plus difficile. Ouais, OK. Donc là, tu as commencé là, puis après, tu as fait une concentration musique, quelque chose comme ça? C'est ça. Donc, secondaire, cégep, université, tout en musique classique. Et éventuellement, j'ai choisi de mettre mes énergies vers la musique d'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est. Mm. Mais comment, pourquoi l'Europe de l'Est? Comment tu as découvert la musique d'Europe de l'Est? Mhm. En fait, j'ai des grands-parents d'origine juive polonaise Mhm. qui ont immigré en France. Mon père est français, immigré aux États-Unis, et puis finalement au Québec. Donc, tranquillement, par la famille, c'est la musique donc c'est rendu jusqu'à mes oreilles. Donc, c'est une musique que j'entendais quand j'étais Mhm. jeune. Mais surtout, j'entendais plusieurs musiques quand j'étais jeune, mais celle-là me faisait particulièrement vibrer. Mais oui. Donc, quand j'en ai entendu certains échos à Montréal, dans certaines scènes, certains festivals, là, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de jouer cette Ah oui, c'est musique. vraiment une musique très riche, très festive, vraiment. Là, on sent beaucoup d'énergie dans cette musique-là. Puis après, tu as créé ton ensemble Octopus, c'est ça? Ou comment c'est arrivé ça? C'est arrivé presque en Oui. même temps? Ou j'ai sauté des étapes? Non, non, mais en fait, c'est ça. Donc, à l'université, j'ai voulu interpréter cette musique-là. Donc, il y a quelques œuvres classiques de compositeurs qui s'inspirent de la musique d'Europe de l'Est. Il n'y en a pas énormément. Ce qui fait que si vraiment on a envie de jouer cette musique-là de façon traditionnelle, il y a tout un travail à faire parce que quand on est musicien classique, on a besoin d'une partition, on a besoin de jouer ce qui est écrit, mais cette musique-là, c'est une musique de tradition orale, donc c'est pas comme beaucoup de musique folklorique, c'est pas une musique qui est écrite, ce qui fait qu'il faut soi-même créer les arrangements
si on veut la faire en groupe, surtout avec des musiciens classiques. Donc voilà, j'ai pris le temps d'écrire les partitions pour 8 instruments, incluant le mien, pour pouvoir l'interpréter avec mes amis et collègues de l'université en 2010. Donc ça remonte. Ça remonte quand même. Donc vous êtes toujours actif, puis là vous avez sorti un album récemment, c'est ça? Oui, 2021, le dernier album. OK, 2021. Puis Ouais. c'est un album qui a de la musique du Québec aussi. Donc vous avez fait un métissage. Je pense qu'il y avait une pièce de Gilles Vignon. Il y a des arrangements justement d'Europe de l'Est, mais avec des musiques du Québec. Donc comment c'est arrivé ça? Oui, bien en fait, pour nous, il y a pas d'autre façon d'interpréter la musique klezmer qu'en la replaçant dans son contexte culturel actuel, qui pour nous est un Montréal cosmopolite où les influences sont tellement multiples. Donc, il n'y avait pas vraiment de sens à rejouer cette musique-là comme elle était jouée en Europe de l'Est il y a 100 ans, 200 ans. Donc, évidemment qu'on s'en inspire beaucoup, on va chercher toutes les racines qu'on peut, mais pour nous, il n'y a pas d'autre façon que de la faire dialoguer avec les musiques classiques québécoises, musique des Balkans, même un peu le jazz, ce qui est autour de nous, finalement. Oui, je comprends. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Si tu veux, oui, bien sûr. on va te laisser briser la glace avec la musique. Oui, mais dans le fond, c'est ça, la musique klezmer occupe une place particulière dans les musiques folkloriques parce que souvent, quand on parle de musique traditionnelle, musique folklorique, on l'attache à un territoire. Musique irlandaise, musique, peu importe, là, marocaine, bon, c'est toujours un pays. Mais la musique klezmer, c'est plutôt attaché à un peuple ou même à une forme, un peu à une religion, même si c'est une musique qui est pas du tout religieuse. Et donc, il y a beaucoup de liens avec l'histoire du peuple, un peu la religion. Et donc, quand on apprend un peu cette musique-là, donc il y a la partie klezmer qui est, c'est ça, pas relié aux pratiques religieuses, mais il y a aussi les chansons juives, les chansons yiddish. Il y a tout un monde complexe comme ça qui est intriqué. Bref, donc je pensais faire un petit exemple d'une mélodie juive que j'entendais peut-être quand j'étais jeune, et après un air klezmer plus traditionnel, qui sont deux choses différentes pour nous. Merci. Donc, une mélodie, une chanson juive traditionnelle chantée en yiddish. Et maintenant, si on va plutôt du côté de la musique klezmer, qui est aussi très, très complexe, mais une des premières pièces de musique klezmer que j'ai entendues d'un groupe montréalais qui s'appelait le Bag Street Klezmer Band, qui est donc une pièce qui vient à la base d'Odessa.
Hey, c'est- c'est incroyable. Donc, on est passé de vraiment quelque chose de très nostalgique à quelque chose de très énergique qui a les deux dans cette musique-là. Il y a de l'énergie, mais il y a aussi quelque chose il y a la nostalgie, évidemment, dans ça. Là. Donc, c'est vraiment riche. Mais je me demande, est-ce qu'il y en a qui connaissaient les pièces? Je pense qu'il y en a qui les ont reconnues. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient la musique qui vient d'être jouée? Oui? Ah, ouais. Oui, oui, oui. Donc, personnellement, je ne les connaissais pas, mais c'est sûr qu'on a beaucoup entendu ce type de musique, autant dans les films, etc. Mais les mélodies, j'avoue, ne les connaître C'est pas. pas très connu. Mais je suis content toujours de connaître des nouvelles mélodies. Il y a la culture de la musique traditionnelle, folklorique et de la musique classique rentre toujours un petit peu en conflit. Tu sais, moi, j'ai souhaité écrire cette musique-là sur papier pour mes collègues musiciens classiques, mais en fait, c'est pas fait pour ça. C'était les gens qui interprétaient cette musique-là, qui voyageaient à travers l'Europe pour gagner leur vie, pour jouer ces mélodies-là, ne savaient pas lire la musique pour la Ouais. plupart. Il y en a quelques-uns, mais en général, c'est ça, une tradition orale. Donc, même le principe d'une noire, une blanche, une croche, c'était pas des notions que ces gens avaient. Donc, nous, on essaie de le renfermer un peu dans une boîte en utilisant notre langage, Oui. avec la notation musicale, mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est à peu près. Puis pour eux, ils sont nés avec ces rythmes-là. C'est Donc, ça. pour eux, c'est tellement évident. Tu sais, la longueur de chaque note et tout et tout. Particulièrement dans la musique des Balkans, c'est assez impressionnant. Mais nous, on a de la misère à le concevoir si on n'est pas capable On de essaie de lire ces l'écrire. rythmes-là, puis sont impossibles à jouer. Ben, ils sont pas impossibles, mais tu essaies de jouer ça comme si c'était du Mozart, puis comme ça marche pas. Là. Il faut comme aller plus loin, dans le fond, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis aussi, quand on écrit la musique, on ne peut pas écrire les ornements. Donc, si je prends un exemple, bon, disons que sur ma partition, il Ouais. va être écrit une phrase musicale, donc un musicien classique la lirait. Bon, c'est les notes qui seraient écrites. Moi, je vois la même chose, puis je vais donc lire. Quelque chose comme ça. Oui, C'est très différent, mais c'est pas écrit. Ce sont tous des ornements qu'on apprend qu'on apprend, c'est en ça. écoutant cette Et si on musique-là. essaie de l'écrire, c'est l'enfer. C'est très difficile, très, très difficile. C'est J'ai ça. essayé un peu, mais ça se fait Ça pas. donne rien. C'est ça. Parfois, c'est mieux de l'apprendre comme un ornement que de vouloir absolument rentrer ça dans une partition, Exactement. presque. Où tu donnes les notes, puis c'est à peu près ça. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de musique, c'est ça, la musique flamenco. C'est toujours aussi un petit peu, il y a un peu de ça aussi. La musique d'Amérique latine, il y a un peu de ça aussi, malgré qu'il est peut-être un petit peu moins... peut-être on peut l'écrire un peu mieux quand même, là, mais ça a quand même ce côté-là. Donc, tu as dû faire les arrangements d'abord en essayant de les écrire et après, tu as dû apprendre aussi en même temps à le faire. Comment c'est arrivé ça? Comment tu as appris finalement à aborder ces musiques-là pour un ensemble de musiciens classiques? Parce que c'était des musiciens classiques, je comprends bien. Oui, c'est ça. Ben, j'ai commencé par l'essayer intuitivement. C'était pas bon. Donc, j'ai été voir des gens qui ont pu m'aider, des gens qui avaient l'habitude d'écrire pour ensemble, justement qui sont avec un pied dans la musique folklorique, un pied dans la musique classique. Donc, ils ont pu m'aiguiller un peu sur la Ouais. manière de le faire. Puis là, c'est vraiment à force d'en faire. À l'époque, j'ai essayé de faire un arrangement par semaine pour justement me pratiquer. Quand Donc, même. oui, maintenant, je pourrais plus faire ça, mais à l'époque, j'étais très motivé. Donc, c'est ça. En faisant, puis après, ce qui est super, contrairement à beaucoup de compositeurs qui écrivent, mais qui n'ont pas les ensembles pour jouer leurs œuvres. Et tu étais chanceux, tu avais ton Très ensemble. chanceux, j'avais mon ensemble, donc j'écris un arrangement, il joue, donc je peux voir tout de suite est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, parfait, on corrige. Puis donc, avec des essais-erreurs, on est T'es venu arriver à arrivé. quelque chose à peu près Wow. stable. La partie québécoise que tu mentionnes, c'est comme la musique juive montréalaise. Je vais juste répéter pour la caméra. Donc là, c'était quel est le pourcentage de musique
d'Europe de l'Est, juif, klezmer, et le pourcentage de musique québécoise, ou si c'est de la musique d'ici, montréalaise, juif, quel est le pourcentage? Ça doit être assez difficile quand même à quantifier. Bien, en fait, oui, on essaie d'incorporer des musiques juives écrites ici, ou musique klezmer écrites ici, mais surtout, on essaie d'aller chercher ce qui rejoint ces deux musiques-là. Dans la musique traditionnelle québécoise, par exemple, le violon a un rôle très important à jouer de soliste et d'accompagnement. Donc, nous, on va rechercher certains éléments folkloriques qu'on utilise dans nos arrangements. Donc, l'accompagnement traditionnel de violon va servir à un accompagnement dans la musique klezmer, par exemple. Ou sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher on s'inspire de la chanson québécoise et on y applique la médecine klezmer. Donc, je sais pas... un exemple, je sais pas, j'aime bien le thème de La Petite Vie. Ah boy, qu'est-ce que... Je me trompe un petit peu. Mais vous comprenez on comprend. Hey, bravo. Oui, ça donne vraiment... je pense que ce thème-là a déjà un petit côté... Europe de l'Est, c'est déjà... Il y a peut-être... en tout cas, il est moins dur à marier, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On va chercher des... Désolé. Mais c'était bon, là. On a compris l'idée là, de ça. Mais on l'a fait avec le Petit Bonheur, par exemple. C'est des thèmes comme ça qu'on peut klezmérifier un petit peu. Oui. La musique klezmer est vraiment une musique instrumentale. Il y a des pièces avec voix, mais il n'y en a pas énormément. Mais en fait, c'est vrai que quand même, il y a plusieurs moments d'un spectacle klezmer traditionnel qui s'inspire de moments qui étaient autrefois chantés. Donc, en fait, on recherche chez les instruments traditionnels klezmer des instruments qui peuvent s'apparenter à la voix. C'est pour ça que longtemps, le violon a été l'instrument par excellence, parce qu'avec toutes ces inflexions, le violon aussi peut rire, pleurer. En fait, ce qui est arrivé, c'est quand ils ont découvert la clarinette, au 19e siècle, les musiciens sont allés servir dans l'armée du tsar, ils ont découvert tous les cuivres et la clarinette en métal, et c'est que la clarinette pouvait aussi donc avoir ce genre d'inflexion-là. Puis c'est un instrument beaucoup plus puissant que le violon. Donc là, la clarinette a pris le dessus sur le violon, qui est revenu à l'avant-plan seulement quand l'invention du micro est arrivée. Mais donc, c'est ça, en fait, c'est un ornement donc, qu'on appelle le krertz dans la musique klezmer, qui est un sanglot. Hein, on dit que la musique klezmer, des fois, provoque les larmes à mi-chemin entre le rire et les pleurs, ce qui fait que... ouais. Mais effectivement, on veut que l'instrument parle, chante, pleure, rit. Ça fait partie de la chose, mais c'est effectivement aussi pour imiter des anciens, je sais pas, des moments de la cérémonie du mariage où il y avait un chanteur comme ça qui avait ces espèces de sanglots voilà, dans la cérémonie. La musique klezmer s'est rendue dans la musique populaire québécoise. D'une certaine façon, Dédé Fortin, il a découvert ça là, avec les colocs. Puis il a rajouté de la clarinette. Par exemple, dans Belzébuth, là, il y a toute une ligne de clarinette qui sonne un peu klezmer. C'est pas à proprement dit de la musique klezmer, mais on entend des fois des influences comme ça de groupes. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. Dans les films, il y a quelques films connus qu'on entend, quelques réalisateurs connus qui des fois, on entend la musique klezmer.
Mais j'avoue que dans la plupart des stations de radio, on va plutôt entendre Taylor Swift ou Oui, c'est des ça. choses comme Ben, ça. déjà, Là, c'est une c'est musique sûr que instrumentale. Donc, c'est ça. déjà, les musiques sans paroles, on les entend très rarement, hein, tu sais, à la radio, donc ça part mal. Mhm. Moi, je suis pas contre pour en entendre plus, hein. Oui, ce serait ça. Ben, qu'est-ce que t'en dis si tu nous fais une autre pièce à la clarinette? Oui. Ben, je vais faire une doina. Donc, c'est le soliste virtuose de la musique klezmer se distingue certainement dans les pièces rapides, mais encore plus dans ces improvisations qui précèdent les pièces rapides qu'on appelle des doinas. C'est d'origine roumaine. C'est vraiment une pièce qui a une énorme importance dans cette musique-là. Même, ça, c'est dans la musique klezmer, dans la musique des Balkans, c'est encore pire d'une certaine façon, dans le sens où ce n'est à la portée des musiciens que lorsqu'ils ont atteint un statut vraiment important dans la société des musiciens, on ne s'ose pas interpréter, improviser une doina à l'âge avant l'âge de 40 ans. Je ne connais pas les détails exacts, là, mais bon. Alors, c'est une musique qui a vraiment une importance. Et ça caractérise ce côté-là plus mélancolique avant les pièces rapides. Hein, ça représente un petit peu, c'est lamentation d'un peuple qui a fui les persécutions et qui s'apprête après à danser parce que malgré les persécutions, on ne veut pas qu'on nous enlève le rire, la danse, les rassemblements. Donc là, je fais donc c'est Doina qui est une pièce donc plus introspective, relativement virtuose et qui a certains codes ouais, voilà, associés à la musique klezmer. Merci. Question, est-ce que la technique classique te permet de faire de la musique klezmer où tu dois beaucoup adapter, tu dois changer des doigtés, tu dois approcher d'autres façons pour pouvoir réussir les phrases, la mélodie? Est-ce que c'est vraiment une chose très différente versus la musique classique, même côté technique, parfois ça change jusqu'à ce point-là ou c'est très faisable? Je pense que c'est faisable. La musique classique aide à la technique, certainement, à jouer des passages rapides, des gammes, des arpèges qu'on retrouve dans cette musique-là. Ce qu'il faut changer, c'est sûr que le son classique, par excellence, nous permet un petit peu moins de faire toutes ces inflexions.
C'est pas une embouchure classique qui permet d'aller chercher ce genre de C'est ça. sonorité. Les ornements aussi, on les retrouve un petit peu moins. Mais quand même, quand on interprète la musique classique pendant un certain temps, en fait, les compositeurs modernes ont beaucoup apprécié l'usage de la clarinette justement pour ses multiples possibilités. Et donc, on a, c'est ça, les compositeurs modernes vraiment sont allés chercher toutes les sonorités imaginables et non imaginables que l'instrument pouvait faire. Ben oui. Donc, quand même, éventuellement, on apprend à tout explorer les facettes de Donc, l'instrument. on intègre un peu ces éléments même dans la musique plus contemporaine, on pourrait dire, en Oui, musique c'est classique. ça, même les quarts de ton qu'on retrouve C'est dans ça. la musique contemporaine, ça se retrouve là, dans la musique folklorique souvent. Donc, il y a quand même certaines similitudes. Puis aussi, hein, une des premières entrées du musicien classique vers les effets de la musique klezmer, c'est certainement... Donc, Ouais. il y a quelques quand Oui, même oui, éléments. oui, ça, qui reviennent. c'est en effet. Oui, là, tu me fais réaliser quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Oui. Quels sont les compositeurs, les groupes de référence? Les compositeurs d'origine, il y en a très peu parce que c'était des gens qui ne voulaient pas que leur nom subsiste parce que souvent ils fuyaient. Ben ouais, mais aussi, tu sais, bon, c'est ça, avec les persécutions là, que les communautés juives pouvaient connaître, c'était pas toujours bienvenu de laisser sa trace, laisser son nom. Donc il y a beaucoup de répertoires anonymes. Mais maintenant, évidemment, ça a changé. Les groupes qui ont constitué le renouveau de cette musique-là dans les années 70-80, c'est sûr, dans les plus connus, il y a par exemple les Klezmatics, qui est un groupe new-yorkais. Ça s'est beaucoup passé à New York, tout ce renouveau. Klezmatics était à Montréal, d'ailleurs, au mois de mai, je pense, dernier. Il y a un groupe qui s'appelle Klezmer Conservatory Band, eux qui ont réenregistré une énorme quantité de standards, pas nécessairement pour en faire des œuvres d'art à chaque fois, mais juste pour que cette musique soit survive et soit revitalisée avec l'enregistrement. Donc, ils ont vraiment un catalogue impressionnant. Puis maintenant, c'est ça, c'est la scène new-yorkaise qu'il faut aller voir. C'est là que ça vibre. Il y a des groupes... Tant des gens qui sont inspirés de la musique d'avant, Michael Winograd, un grand clarinettiste, que des groupes maintenant queer aussi, mais qui amènent tout un nouveau pan à cette musique klezmer. Ouais, donc il y a quand même beaucoup de gens qui font ça. Puis l'enregistrement permet de fixer quelque chose. Parce que parfois, oui, c'est des pères en fils ou des amis, un ami, le voisin, etc. Mais à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir quelque chose qui garde une trace aussi. Comme dans ce cas-là, ce n'est pas une partition, c'est un enregistrement. C'est une bonne façon de préserver cette culture aussi, de la garder vivante. Je sais qu'ici à Montréal, il y a plusieurs musiciens qui font de la musique klezmer. Il y a quand même un mouvement à Montréal. Oui, bien, en fait, ça a connu ses heures de gloire dans les années 90-2000. Là, ça a remonté beaucoup. C'est devenu assez populaire. Puis maintenant, en fait, ça reste vivant. Entre autres, il y a So Called de Josh Dolgin qui fait un mélange entre les vieilles chansons yiddish puis le hip-hop. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, mais c'est un artiste incroyable, So Called, vraiment à découvrir. Mais il y a plusieurs musiciens, vraiment des excellents musiciens, dont les parents et grands-parents étaient des musiciens vraiment sur plusieurs générations qui ont juste déménagé dans les dernières années. Ah, wow. Et donc, ça a un peu affaibli la scène klezmer à Montréal, mais on essaie quand même de la garder le plus vivante possible. Il y a un musicien argentin, et Damian Nissenson, qui fait de la musique klezmer aussi. Klein Cabaret, son projet avec voix, chanson yiddish. Oui, c'est ça. Donc, oui, je vois qu'il y a quand même une scène locale très intéressante. Tout ce qui vient de New York, là, c'est assez exceptionnel. C'est sûr que, bon, tu sais, des fois, il y a des groupes qui partent en tournée, qui ont des concerts locaux, puis ça m'est déjà arrivé de jouer avec des groupes comme ça en tournée au Canada, puis qui prenaient un clarinettiste local parce que c'est plus simple, tu sais, que de faire venir un musicien de plus. Donc, il y a certainement des grands groupes comme ça, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est, en ce moment, il y a, donc c'est ça, vraiment, là, peut-être l'icône de la musique klezmer à New York, c'est un clarinettiste qui s'appelle Michael Winograd, qui, lui,
a fait récemment des shows avec un groupe qui s'appelle Wolfpack. Bien, c'est peut-être un peu plus... c'est plus niché, mais c'est quand même des salles de milliers et des milliers de personnes. C'est une musique funk, mais vraiment qui rassemble là, des gens, des foules incroyables, dans les meilleurs musiciens que je connaisse. Mais lui est allé faire, c'est ça, c'est Doina ou sa musique klezmer avec eux. Ils l'ont découvert, je ne sais pas exactement comment, mais ça fait une vitrine pour cette musique-là qui est incroyable, tu sais. Donc, moi, en fait, n'importe quel artiste, j'avais écrit il y a 2 étés, je jouais au festival, c'était le Festif à Baie-Saint-Paul. Donc, je me rendais là pour accompagner un artiste. Fait que là, j'en avais profité, j'avais écrit à quelques groupes, hey, si jamais vous avez besoin d'une clarinette, puis j'avais écrit à Pépé, Pépé et sa guitare, je ne sais pas si vous connaissez. Puis ça serait bien, ça serait le fun. Mais il dit, mais là, mon show, il est un peu trop rock. C'était vraiment drum, guitare électrique, bass. Mais, la prochaine fois. Mais c'est ça qui est intéressant d'amener comme ça sa sonorité, sa musique avec des ensembles, des artistes qui n'ont pas rien à voir avec Des rencontres improbables, mais c'est le fun peut-être de rendre ça possible. Ben, en tout cas, donc ce serait pour toi quelqu'un avec qui tu aimerais jouer cette... Par exemple. Par exemple. Mais là, c'est parce qu'il était aussi à l'affiche du festival, donc je l'avais Qui est aussi le contacté, musicien à New York aussi. Oui, c'est ça. Mais on a tous des musiciens qui disent « Hey, j'aimerais ça, c'est vrai, collaborer avec lui, ce serait un rêve. » Itzhak Perlman, ce serait bien, Ouais. c'est violoniste. C'est ça. Il a fait 2 disques avec des musiciens klezmer, un violoniste. On est en train de monter un projet, parce qu'avec les Maisons de la Culture, pour faire ces tournées, ça prend quand même un projet assez clair. Je pense qu'un spectacle de musique klezmer, ça peut fonctionner, mais ils préfèrent qu'il y ait vraiment une idée directrice assez forte pour que ça tourne dans les maisons. Et là, on a présenté cet été un spectacle qui s'appelle Brahms, Balkan and Bagels, qui donc s'inspire beaucoup plus de la musique classique et comment les musiques folkloriques d'Europe de l'Est ont influencé les musiques classiques. Donc, on espère présenter ça au Conseil des arts de Montréal bientôt, en espérant qu'il nous, peut-être qu'il nous fasse tourner. Ça serait intéressant. Mais en attendant, peux-tu nous jouer un autre? Oui, bien sûr. Voilà, il y a plusieurs formes dans la musique klezmer. J'ai fait une Doina un peu plus tôt. Je vais faire maintenant une pièce qui s'appelle un Hasidill, donc des pièces pas lentes, pas rapides, qui est une espèce de danse en cercle. C'est une mélodie que j'aime bien.
il y a quelque chose qu'il faut pas que j'oublie. Je voudrais te demander. Vous avez gagné un prix Juno. Donc, c'est quand même un gros prix que vous avez eu. J'aimerais ça que tu nous racontes comment tu as vécu ça, comment vous avez vécu ça, parce que c'est quand même un prix assez important canadien. Donc, d'abord, c'est quoi que vous avez gagné, puis comment vous êtes arrivé là? Bien, en fait, on a eu quelques prix dans l'histoire, quelques nominations, mais les Junos faisaient partie des nominations. Donc, on n'a pas été les vainqueurs de notre catégorie. OK, mais vous avez été nominé. Oui, c'est ça, avec notre deuxième album qui s'appelle Apax. En fait, c'est sûr qu'on était très fiers du produit. Je pense qu'une des choses qui a intéressé peut-être le jury, c'est qu'on a présenté donc une musique complètement instrumentale, mais quand même avec voix. C'est-à-dire qu'on est allé chercher, il y a Karen Young, qui est une chanteuse jazz montréalaise assez connue sur la scène canadienne, qui a donc prêté son scat à un standard klezmer qu'on a réarrangé. Donc c'était encore instrumental puisque sa voix était sans parole. Donc du scat, du jazz, c'est donc sans parole. Et il y avait Joran aussi qui a prêté sa voix en fait, c'est une de ses compositions qui s'appelait Le rêve d'Anne Frank. Mais Joran aussi a cette espèce de chant sans parole qui donne une espèce d'onomatopée. Et donc, ça a gardé une espèce de fil conducteur sur l'instrument avec la voix qui est vraiment utilisée comme un instrument puis pas sans signification réelle. Et donc, c'est ça, avec des emprunts au jazz, répertoire québécois, au classique. Je pense que ça Puis là, vous avez été à Toronto. Comment ça se passe pour ce prix-là? Ou... on était à Vancouver. Ça change à chaque année. OK. Vous avez été à Vancouver. Vous êtes rendu là-bas, puis tout. Oui, ça vaut la peine. C'est toujours très apprécié. C'est des grandes cérémonies. Très bien organisées. Vraiment, on se sent choyé quand on est là-bas. Là. C'est vraiment un privilège de pouvoir y assister. Oui, c'est ça. C'est tout un privilège, j'imagine. Vous avez gagné plusieurs prix. Il y a eu aussi, je sais justement, vous avez gagné la vitrine locale musique métissée. Vous avez gagné aussi plusieurs autres, j'imagine. Oui, on a été chanceux en 2013 qui a lancé le groupe, c'était les Silidor de la musique du monde, un concours organisé par Nuit d'Afrique. Donc, on avait remporté ce concours qui ça nous a aidé, ça donne une visibilité des concerts. Puis récemment, c'est super. On a eu, sur notre dernier album, il y a des pièces écrites sur des œuvres de Marc Chagall, des toiles de Chagall. Et ces œuvres-là, on en a fait une version pour Radio-Canada qui ont envoyé un concours. C'était la radio slovaque. Et donc, on avait oublié. C'est Radio-Canada qui s'en est occupé. Ils ont envoyé ça. Puis là, quelques mois plus tard, on a reçu une boîte avec un trophée tout sculpté en bois, avec des livres slovaques, du chocolat. OK. Donc vous avez eu un prix sans le savoir, on pourrait dire? Bien, c'était vraiment géré par Radio-Can. En fait, c'était pas Octopus, la candidature, c'était le Canada. Ah, OK. Donc, c'est pour ça que c'est eux qui le géraient. Puis donc, on était vraiment contents. Mais ils ont envoyé un enregistrement que vous avez fait avec Radio-Can? Oui. Puis ça s'est rendu... C'était le concours de la radio slovaque. Donc, c'est des radios du monde entier qui soumettaient leurs candidats. OK. Il y a plusieurs prix. Puis bon, wow! On a eu des belles reconnaissances. J'espère que vous allez jouer aussi, peut-être là-bas un jour. Oui, on aimerait ça. Ce serait bien. Oui, mais on s'enligne pour l'Europe, là, 2024. OK. En ce moment, en fait, on a plusieurs spectacles aux alentours de Montréal. Le prochain est à Lévis la semaine prochaine. Ça, c'est un peu plus loin que les alentours. Mais sinon, c'est ça, on repart dans l'Ouest canadien en février. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent, mais des spectacles à Montréal ne sont pas encore prévus. Est-ce qu'il y a un lieu où on peut apprendre justement où vous allez jouer? Vous avez une page web, quelque chose comme ça? C'est ça, notre site Internet, www.octopus.ca. Octopus avec un K. Puis la page Facebook aussi, là, tout est là. Tout est là. OK, on va essayer de suivre ça parce que oui, en effet, on aimerait ça revoir ta clarinette avec l'ensemble au complet. Oui, hein, les musiques que je joue là, leurs spécificités sont dans la mélodie, mais aussi beaucoup dans la rythmique, dans l'accompagnement. Donc, c'est sûr que ça fait un peu nu, comme c'est. Quelle est l'instrumentation de l'ensemble? Nous, on est clarinette, violon, flûte, traversière, trompette, trombone basse, piano et percussion, batterie. On est 8, c'est un bon ensemble. Quand même. Je
c'est ça. C'est dans la lignée de la musique klezmer nord-américaine, ce genre d'instrument. OK. Ouais. Quand même, c'est un gros groupe quand même. Pour voyager, ça doit être Oui. quand même... C'est ça, quand vous partez en tournée à l'Ouest canadien, vous partez en fourgonnette. Comment vous faites? Ben oui, on a une vanne puis une petite voiture, mais ce qui est bien, c'est que, tu sais, des fois, il y a un quatuor jazz, mais tu sais, il y en a un qui a son clavier, puis l'autre qui a sa contrebasse, puis juste ça, puis l'autre qui a son marimba, puis finalement, c'est la place de 12 personnes juste avec ces instruments-là. Nous, au moins, J'avoue. on prend un peu moins de place. Oui, j'avoue. Flûte, violon, clarinette, trompette, tu sais, c'est pas si mal. Oui, je comprends. Ben, écoute, on va te laisser jouer une dernière pièce. J'espère qu'on va pouvoir te revoir. Puis Oui. je vais te laisser nous dire au revoir avec une dernière pièce. Mais vraiment, merci d'être venu aujourd'hui. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Puis si jamais vous souhaitez en écouter le live, c'est ça, comme on disait tantôt, les spectacles ne foisonnent pas nécessairement à Montréal, mais quand même, il y a un groupe de musiciens traditionnels qui interprètent cette musique-là chaque lundi à 15h au Dépanneur Café. Donc, c'est sur la rue Bernard, si je ne m'abuse. Ça vaut la peine. Tu sais, c'est très intimiste, là, hein, mais le café est super. Le café est bon, la nourriture est bonne, puis les musiciens sont bons. Donc, ça vaut quand même la peine. Ça donne le goût. Puis vraiment, merci pour l'invitation. Merci aussi à Stéphane. Oui, merci à Stéphane, puis à Mérida Gomez aussi, et à toute l'équipe des BNQ. Et merci à tous. Merci à vous. Je souffle juste parce que des fois, il y a de la condensation qui se ramasse à des endroits où on ne voudrait pas qu'elle soit. Voilà. Ça ne fait pas partie de la pièce. Non, c'est ça. C'est pas une œuvre moderne. Je vais terminer avec donc ces pièces rapides qui sont quand même le cœur du répertoire de la musique klezmer. C'est une musique de mariage, hein, mais à l'époque, les mariages étaient pas seulement des célébrations joyeuses, il y avait des moments plus tristes. Donc, c'est pour ça que tout le répertoire vient de là, mais tout le répertoire n'est pas joyeux. Mais là, c'est un moment plus joyeux. Donc, les pièces rapides s'appellent des Freilach, qui veut dire joyeux. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.